avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Shane Love. Shane est une créatrice de podcasts et l'autrice du livre Hello Solo, une ressource incontournable pour les mères célibataires. Alors cet épisode s'annonce riche en discussions profondes et en réflexions critiques sur la parentalité moderne, surtout en ce qui concerne les défis et stigmas auxquels font face les mères solo. Pour rappel, à l'été 2023, nous avons traversé une période tumultueuse avec des émeutes suite à la mort de Naël, un enfant tué par un policier. Cet événement tragique a détourné l'attention vers les familles monoparentales, bien entendu majoritairement des mères, souvent accusées à tort et pointées du doigt, occultant ainsi les véritables enjeux sociaux. Avec Shane, nous allons explorer ces situations difficiles et mettre en lumière le manque de soutien socio-politique que subissent les mères célibataires. Shane nous parlera de son podcast et de son livre Hello Solo, qui se veulent des ressources enrichissantes pour celles qui traversent des épreuves comme le divorce, la séparation ou la procréation médicalement assistée, la PMA ou encore le veuvage. Il est essentiel de comprendre que devenir maman solo n'est en aucun cas un échec, mais bien le début d'une nouvelle aventure. Nous allons discuter de l'importance cruciale d'un accès facilité au logement pour les familles monoparentales, notamment en cas de séparation, et de la nécessité d'un statut clair et reconnu pour ces familles. Les aides financières, souvent insuffisantes et irrégulièrement versées, et le besoin de meilleures conditions d'emploi seront également au cœur de nos échanges. Bien sûr, Shane nous partagera aussi ses conseils personnels aux mères célibataires. Avoir confiance en soi, accepter ses émotions et ne pas hésiter à chercher du soutien en cas de besoin. Elle soulignera l'importance de la coparentalité et discutera des défis liés à l'implication des pères dans l'éducation des enfants. Enfin, nous aborderons des solutions concrètes proposées par Shane, comme l'élargissement du CMG, le complément de libre choix du mode de garde, de 6 à 12 ans, pour permettre aux mères de combiner emploi et garde d'enfants. Ensemble, nous parcourrons les nombreux témoignages inspirants de Shane, des histoires de mères qui choisissent de faire un enfant seul aux mères veuves qui retrouvent l'amour. Nous verrons comment ces histoires offrent une perspective précieuse et un soutien inestimable, même aux femmes en couple qui envisagent une séparation. Préparez-vous à une discussion enrichissante et passionnante avec Shane Love qui ne manquera pas d'éclairer, d'informer et d'inspirer chacun et chacune d'entre vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même vous répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Shane, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours personnel à toi qui t'a amené justement à créer tes podcasts ? Je vous souhaite une bonne écoute. Alors en fait, moi, j'ai découvert ma grossesse, ce qui a fait que je me suis intéressée forcément au sujet de la maternité, que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai été plongée dedans en solo. Et en fait, à cette époque-là, il y avait les premiers podcasts en France, c'était encore assez rare. Quand j'avais des petits moments de libre, j'allais courir sur les quais pour prendre soin de moi et me défouler. J'écoutais ces interviews géniales, donc je ressortais hyper puissante. Et puis, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il existe autour de la maternité ? Il n'y avait rien du tout. Et dans ma vie perso, le fait que je sois solo, en fait, mes amis ou les personnes que je rencontrais se confiaient assez rapidement à moi parce que de fait, j'étais pas la famille parfaite. Donc, il n'y avait pas de compétition ou quoi que ce soit. Moi, c'était bancal dès le début. Donc, les gens se lâchaient beaucoup plus. Et en parallèle encore de ça, sur Instagram, c'était un peu la guéguerre des familles parfaites, de celles qui en avaient marre de voir les familles parfaites s'afficher en photo. Donc, tout ça, c'est un peu mélangé dans ma tête. Et je me suis dit, tiens, si on parlait ouvertement, en fait, de la maternité, la vraie, comme je le dis à chaque fois. Et donc, j'ai commencé des interviews. Donc, ça a duré, là, ça fait plus de 6 ans. Dans ces interviews, j'ai interviewé quelques mamans solo, moi l'étant également. Et à un moment, donc 4 ans plus tard, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il existe en fait pour les mamans solo sur le web, tout simplement. Donc, j'ai fait une première recherche Google. Les premières suggestions étaient à fuir, précarité, que des choses, tu vois, qui te mettent très à l'aise avec ton statut, qui t'ambiancent positivement. Je suis rentrée dans la recherche Google, c'était que des articles pareils, assez anxiogènes, même si c'est une réalité, la précarité, etc. C'est pas du tout à mettre de côté, ça existe évidemment. Mais je me suis dit, tiens, c'est dommage parce que si moi, je suis très à l'aise avec ce statut depuis le début, je l'affiche sur les réseaux, il n'y a pas de problème. Mais si une nana vient de le devenir et est un peu plus bancale avec ça et pas du tout à l'aise et elle tombe sur tous ces articles et il n'y a rien qui est dynamique et qui lui fait du bien,
Bon, dommage. Je regarde aussi sur Instagram tout ce qu'il y a, s'il y a des podcasts. Donc, il y a vraiment rien du tout sur le sujet. Et donc, voilà, je me suis dit, comme je connais bien le monde du podcast, allons-y gaiement, lançons un deuxième podcast pour les mamans solo. Donc, sur le même concept qui est des interviews chaque semaine où une femme raconte son parcours, ses joies et ses galères du quotidien. Je pense que c'est important en effet de donner cette visibilité-là avec tous les profils en plus qu'il y a, parce que il y a un vrai sujet là-dessus, c'est ce terme maman solo. Déjà, comment est-ce que toi tu le définirais ? C'est quoi les réalités les plus communes que ces mères vivent au quotidien ? Alors, les mamans solo, pour moi, c'est une femme qui se retrouve avec ses enfants chez elle, donc qui les élève seule chez elle, à temps plein ou à temps partiel. Ça concerne les femmes divorcées, séparées, celles qui ont eu une histoire sans lendemain, celles qui ont fait le choix via la PMA de devenir maman solo, et également les veuves que la vie malheureusement a mis sur ce parcours-là, un peu du jour au lendemain. Donc c'est toutes ces femmes que je considère maman solo et que l'État aussi considère comme des familles monoparentales. Et leur point commun, c'est qu'en fait, elles ont des parcours complètement différents. De toute façon, chaque histoire est unique. En revanche, on va toutes se retrouver à un moment qui est le moment où tu deviens maman solo, en fait. Quelle que soit la raison pour laquelle tu l'es devenue, tu as les mêmes obstacles qui se mettent sur ton parcours. Donc, ça va être gérer ton temps, vie pro, vie perso, l'équilibre, trouver du temps pour toi, éduquer toute seule tes enfants, prendre seule les décisions, ce qui peut être chouette et moins chouette par moment. Si tu viens d'accoucher, c'est gérer toutes les nuits toute seule, ton postpartum toute seule. On se retrouve toutes sur une base commune avec les facilités, les difficultés qui sont propres à chacune après. Alors moi, en tant que papa, si tu veux, ça m'interpelle ce côté. Et j'ai interviewé aussi des mamans solo et je sais bien que c'est la réalité, qu'elles décident toutes seules. Ouais. Mais du coup, en fait, ils font quoi les darons Non, mais tu vois, dans le cas de séparation. Non, mais c'est vrai. Dans le cas d'une séparation, parce qu'en plus, ils ont l'autorité parentale qui s'exerce de manière commune, quand même, même en cas de séparation. Comment ça se fait que les femmes se retrouvent à devoir assumer la plupart du temps seules ? Eh bien, demandons, cher papa, non, mais tu vois. Qu'est-ce que vous foutez ? Non, mais oui, clairement. En fait, alors quand tu deviens veuve ou que tu as fait une PMA, donc la question ne se pose pas, évidemment, tu es seule maîtresse à bord. Là, c'est un choix de vie. Pour les veuves, non, mais en tout cas, pardon. T'as pas le choix, en tout cas, de devoir tout gérer. Pour celles qui sont divorcées ou séparées, t'as quand même pas mal de papas démissionnaires ou on en parlait récemment là avec Mister Président Macron. Il y a clairement quelque chose à faire sur le sujet parce que effectivement, il y a beaucoup de choix, de libre arbitre pour ces pères à s'investir ou non en fait dans l'éducation de leurs enfants. Et ça remonte même pas qu'au divorce ou à la séparation. Hein. Même quand on est en couple, on voit bien la différence de charge mentale dans l'éducation. Donc ça s'amplifie en fait quand tu te sépares. Et là, donc, tu as une partie qui va demander d'avoir une garde alternée. Donc, cette partie, elle représente, 13%, je crois, ou 17% des pères, donc ce qui n'est rien du tout. Enfin, généralement, quand ils demandent la garde alternée, ils l'obtiennent. Donc, c'est vraiment que la décision vient de leur part de ne pas la demander. Et ensuite, c'est libre choix, quoi. C'est ce que... Oh tiens, est-ce que je vais voir mes enfants ce week-end puisque j'ai un droit de visite, donc aucune obligation en fait de le faire. Tout ce qui est scolarité, vie sociale des enfants, organisation des anniversaires, etc. Ça c'est sur les épaules généralement de la maman puisque en plus c'est elle qui les a le plus souvent. Donc forcément, dès qu'on doit contacter quelqu'un, on contacte la maman. Voilà, c'est toujours le même système en fait qui s'amplifie quand t'es séparé. C'est exactement la même chose. Donc les papas, moi, je serais ravie de les voir un peu plus. Tu vois, par exemple, il y a eu des assemblées là récemment dédiées aux familles monoparentales auxquelles je suis allée. Et en regardant l'assemblée, donc il y en avait une où il y avait, 150 personnes. Il y avait peut-être 5 mecs dans l'assemblée. Je ne sais même pas si c'était des papas solos. Où êtes-vous ? Que faites-vous ? Parce qu'il faut qu'on soit tous ensemble pour faire bouger les choses. Bien sûr. Et puis rappelons aussi que tu évoquais l'annonce présidentielle. Ouais. Du devoir de visite, qui soulève plein de questions et plein d'interrogations et qui a surtout fait une belle levée de bouclier d'un peu tout le monde. Parce que, alors moi personnellement, je suis plutôt partisan du fait que c'est déjà trop tard en fait. Le sujet, c'est plutôt le congé paternité et comment est-ce qu'on aide les pères
à comprendre que leur place, elle est près de leurs enfants et près de leur compagne, le cas échéant, le plus tôt possible, en fait. Et moi, je reviendrais même jusqu'à l'enfance, vraiment. Oui, non, mais bien sûr. Là, on refait le monde, quoi. Bien sûr, on repasse par l'éducation, mais tu vois, la solution sociale et politique qui serait la plus efficiente, pour moi, clairement, c'est le congé paternité, avec une partie seule avec l'enfant, en autonomie, comme ça se fait dans d'autres pays qui sont peut-être les plus paritaires du monde. On les cite tout le temps, mais les pays scandinaves, mais l'Espagne aussi a fait un grand pas en avant là-dessus. Mais en effet, en attendant, pour l'instant, c'est vrai que les papas solos, il y en a plein, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir réclamer des évolutions qui ne soient pas des enjeux de pouvoir. Voilà. Bon, on va pas s'attarder plus là-dessus parce qu'ils sont pas le sujet de cet épisode, mais je voulais ouvrir cette petite parenthèse. Toi, en tant que maman solo, c'est quoi les plus grands défis que tu as rencontrés? Et comment tu les as surmontés, surtout? Alors, je ne pense pas qu'il y ait des gros défis, genre des grosses montagnes. En fait, pour moi, c'est un défi au quotidien. Okay. Et ça peut toucher des sujets différents en fonction de là où tu en es. Tu vois, moi, j'avais ma grossesse en solo. Ensuite, j'ai eu mon postpartum. Donc, deuxième défi. Je vivais au 5e étage sans ascenseur avec mon bébé. Mon petit défi sportif. Ensuite, niveau pro, pareil, je bossais, j'étais en indépendante, slash un peu salariat déguisé, où j'ai été éjectée au bout d'1 an, quand mon fils avait 1 an. Challenge de retrouver aussi un job qui concilie en fait tes horaires, ta vie de maman solo. Tu vois, c'est que tout le temps des petits challenges, des gros même, chaque jour qui passe. C'est une vie de défis, de challenges qui pourrait être hyper facilitée si justement les choses étaient mises en place au niveau gouvernemental pour apaiser un petit peu tous ces défis. Donc que ce soit en termes de carrière professionnelle, de gestion du temps, de garde d'enfants, d'accès au logement. Tu vois, on pourrait être soulagé, mais... Comment ? Très simplement, en fait, l'accès au logement, aujourd'hui, les mères célibataires, les mamans solo ne sont pas prioritaires. Donc, on parle quand même de mères de famille. Donc, il y a une famille. C'est quand même très grave qu'elle ne soit pas prioritaire encore aujourd'hui. Donc, pour les logements sociaux. Mais le logement, même hors logements sociaux, c'est l'accès aussi à la location, parce que tu as tous les couples qui passent devant toi. Donc... c'est toujours hyper bancal d'arriver avec son dossier, avec un salaire, donc compliqué. Donc là, je ne sais pas, on pourrait imaginer un garant d'État, ou je ne sais pas trop comment, je ne suis pas politique, c'est pas moi de trouver les idées, mais tu vois, qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Pareil pour l'accès à la propriété, pour la garde d'enfants. Aujourd'hui, on a le CMG qui va jusqu'à 6 ans, jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc, c'est des aides pour la garde d'enfants. On sait très bien qu'à 6 ans, l'enfant ne rentre pas de l'école tout seul, va pas faire ses devoirs, prendre sa douche, préparer le dîner, attendre sagement que maman arrive. Le CMG devrait être augmenté jusqu'aux 12 ans de l'enfant, ce qui paraît plus logique et ce qui aiderait énormément de femmes, parce que cette aide à la garde d'enfants leur permet aussi de pouvoir rester au travail, tout simplement. Et donc, tu en as qui ne peuvent pas prendre des boulots parce qu'elles ne savent pas comment faire garder leurs enfants. Ce qui augmente la précarité. Exactement. Du coup, qui est évoqué souvent. C'est important parce que, je vais ouvrir une autre parenthèse, c'est qu'à l'été dernier, il y a eu des émeutes assez importantes à la mort du jeune Naël, qui a été assassiné par un policier. Il y a eu des émeutes où il y avait des jeunes enfants, des enfants en tout cas, qui ont pris part à ces émeutes. Clairement, les familles monoparentales, les mères célibataires ont été pointées du doigt là-dedans. Oui. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que d'une part, ça a permis d'esquiver la véritable réflexion de fond, qui n'est pas le sujet de cet épisode, mais ça a permis de faire une esquive pour le pouvoir politique. Mais surtout, 2, ce qui est intéressant, c'est que, imaginons même que ce soit en effet des enfants qui sont un petit peu plus livrés à eux-mêmes, entre guillemets, si tu veux, parce qu'il y a moins de moyens, de possibilités d'être accompagnés par la maman qui elle doit gérer tout toute seule. Encore une fois, si elle doit gérer tout toute seule, c'est bien que le daron, à un moment, il fait pas le job. Rappelons-le aussi. C'est ça. Aussi, en fait, le problème de fond, c'est ça. C'est ces enfants aussi, ils se retrouvent dans une situation où les mères ne sont pas accompagnées pour qu'elles puissent accompagner les enfants dans les meilleures conditions, tu vois. Et je pense que c'est important, je voulais juste souligner ça, parce qu'on se retrouve à avoir des boucs émissaires que peuvent être les mères célibataires, alors qu'en fait, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est la société et comment est-ce que la société accompagne ces évolutions familiales et ces familles qui sont là et qui sont de plus en plus là, en plus. Ouais, complètement. Donc voilà, je voulais ouvrir cette petite parenthèse parce que j'étais un peu agacé. Moi donc. J'imagine bien de ce bouc émissaire, encore une fois, sur les mères célibataires, sur les mamans solo. Mais comme tu dis, ça esquivait le sujet. Ça esquive le sujet. Juste ça, Et dans ton propos, ce qui je trouve d'hyper intéressant, c'est qu'on voit bien qu'en fait, c'est un sujet en fait de société
et d'accompagnement social vers notre évolution. La société évolue, mais le politique ne suit pas. Et c'est ça qui amène, en fait, potentiellement des difficultés qui vont amener potentiellement des dérives derrière. Ouais. C'est pas de la faute des mères. Toi, du coup, ton podcast, Hello Solo, et ton livre aussi, Oui. rappelons-le que tu as écrit un livre sur le sujet, Absolument. sont devenus des ressources que toi, tu n'avais pas quand tu es devenue maman solo. Ouais. Dans ton podcast, quel sujet et thématique t'abordes le plus ou qu'est-ce qui revient de manière récurrente? Alors, c'est pas des sujets, c'est plutôt... donc moi, je varie les épisodes en fonction justement de la situation de la maman solo pour qu'il y ait, pour que chacune puisse s'exprimer sur son cas à elle. J'entends par là divorcée, séparée, PMA solo, veuve, histoire sans lendemain, comme je le disais tout à l'heure. L'idée est vraiment de rassembler tout le monde. Ouais. Parce que plus on est nombreuses et plus ça va faire bouger les choses, clairement. Donc, il n'y a pas un sujet, mais il y a des thématiques, effectivement, qui reviennent. C'est de savoir quelles sont tes galères au quotidien. Qu'est-ce que ça a changé chez toi de devenir aussi maman solo. Donc, évidemment, ça donne plein de force. Il y a beaucoup d'émotions, ça fait beaucoup d'écho aussi. Tu vois, tu peux être une PMA solo et écouter une divorcée. Il y a des choses qui vont faire écho parce que, comme encore une fois, il y a une base qui est commune à chaque fois, c'est le fait de gérer tes enfants. On part en fait de l'histoire du conte de fées qu'on nous a rabâché depuis qu'on est toute petite. Sur la maternité. Le conte de fées, savoir qu'est-ce qui se passe après qu'ils se soient mariés en fait, parce qu'on ne sait pas finalement. Les cœurs heureux eurent beaucoup d'enfants. Voilà, mais on ne sait pas comment ils ont géré tout ça. Et donc, on raconte d'autres histoires qui pourraient faire d'autres contes. Et en fait, le message, c'est de dire que la vie continue, même si tu es devenue maman solo. C'est pas un échec. Moi, j'aime bien dire que c'est une nouvelle aventure en fait qui s'offre à toi. Et donc, généralement, c'est ça le gros message. En fait, les femmes ont appris énormément en passant par ces épreuves. C'est souvent très positif, sans masquer la difficulté. Il y a des invités qui sont dans des situations plus précaires que d'autres, plus difficiles que d'autres, psychologiquement plus compliquées aussi que d'autres. Mais voilà, on est tout ensemble et en fait, ça fait une force assez incroyable. Et voilà, la thématique, c'est la force en fait des mamans solos sans cacher toutes les difficultés parce que c'est hyper important d'en parler aussi. Et ça vient aussi bousculer pas mal de choses, encore une fois, dans la société, ces évolutions-là, parce que les mamans solo, en fait, elles ont existé depuis toujours. Ouais. Et notamment aussi avec les grandes guerres, etc. Parce que on envoyait les darons se faire charcuter, mais du coup, quand ils ne revenaient pas... Et je trouve ça intéressant parce que j'ai fait un petit saut dans le temps puisque l'épisode va sortir à la rentrée prochaine. Parce que moi, tu vois, j'ai dernièrement sorti une BD sur l'histoire des pères qui s'appelle Papa Sapiens. Ouais. Et il y a aussi cette partie, si tu veux, où en fait, ce que ça a montré aussi, en fait, ces situations, soit de pères abandonneurs, soit de pères morts au combat, etc., c'est qu'en fait, socialement, les femmes, elles se sont retrouvées à devoir éduquer les enfants, travailler, et qu'en fait, elles s'en sortaient pas si mal que ça. Ouais. Et c'est venu vachement questionner, tu vois, le truc de la puissance paternelle au sein de la famille et tout. Ouais. Et on voit bien aussi que cette force que vous développez, ça vient titiller le système patriarcal dans lequel on évolue, tu vois. Tu vois, ça rejoint un peu le discours d'Emmanuel Macron. Je trouve qu'il a voulu justement remettre ça en disant « Attention, vous gérez pas si bien que ça, il faut remettre... les pères un peu au centre de tout ça pour que ça file droit et que les enfants soient remplis d'amour. Moi, c'est vraiment ça qui m'a très dérangée dans ce qu'il a dit dans l'interview parce que on a l'impression d'avancer et en un claquement de doigts, en une interview, tu prends 3 siècles en arrière, quoi. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment agacée. Surtout qu'en parallèle, son gouvernement est en train de faire bouger les choses à ce niveau-là pour les familles monoparentales. Donc, je ne comprends pas. Alors après, il doit y avoir des stratégies politiques que je ne maîtrise pas. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'a pas plutôt parlé de ça, des choses qui étaient en cours, plutôt que de dire les pères doivent être là. Non, parce que tu ne peux pas lancer un pavé dans la mare comme ça, sans contexte, sans donner plus d'informations. Ça fait flipper tout le monde, forcément. Celles qui s'en sont sorties au niveau des violences. Là, tu leur dis qu'au secours, potentiellement, le daron va revenir dans la partie. Je reviens à ce discours parce que vraiment, je trouve que c'est important. Oui, bien sûr. Et ça ramène à ce que tu disais, au fait que, justement, on voit que les femmes s'en sortent parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Il ne faut pas voir ça, faut pas voir les mamans solo comme des super-héroïnes parce qu'elles n'ont pas plus de pouvoir que les autres. Elles s'adaptent seulement à ce qu'on leur donne et à leur situation. En revanche, il faut leur apporter aussi
le nécessaire pour que ce soit facilité, tout en impliquant les pairs ou en faisant que les pairs s'impliquent, parce que c'est un peu trop facile, là, l'équation. Les comptes ne sont pas bons. Bien sûr, je te rejoins à 100%. Et c'est vrai que tu vois, moi, ayant travaillé la question de l'histoire du coup, de la paternité et surtout de la puissance paternelle au fil des siècles, c'est le socle de notre société patriarcale, en fait. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu remarques que c'est beaucoup plus difficile de toucher au père que de toucher à qui que ce soit dans la société. Ouais. Et bon, on va voir comment ça évolue. En tout cas, ton travail permet aussi de montrer ces récits qui sont importants. Est-ce que dans ces récits importants, il y en a un ou deux, peut-être, quelques témoignages inspirants que tu as pu recueillir dans ton podcast, même si je sais, étant podcasteur, que tous les témoignages sont importants, mais peut-être qu'il y en a un ou deux, ou toi, en tout cas, ça t'a provoqué une émotion particulière ou quelque chose. Alors, je t'avoue qu'ils me provoquent tous des émotions. Vraiment, parce qu'encore une fois, il y a toujours un moment où ça fait écho à ta propre histoire. Quelle que soit l'histoire, il y a toujours un moment où ça fait écho. Ça peut être une parole, ça peut être une chose positive ou un événement négatif. Ça t'apporte toujours une émotion. Alors, celle que j'adore, c'est Mam, parce qu'elle était aussi passée dans mon autre podcast et qui, elle, a fait un bébé en solo par choix et qui est hyper punchy, hyper dynamique, qui est très drôle en plus. Donc, t'expliques qu'elle n'a pas attendu le prince charmant. C'est bon, il sonnait pas à sa porte. Donc, elle a pris les devants. Donc, ça, c'est super chouette parce que, voilà, épisode hyper dynamique. Ensuite, tu as les épisodes des mamans veuves. Donc, forcément, c'est touchant de fête. Ce qui m'a surprise, peut-être, c'est qu'elles se remettent finalement assez rapidement en couple. Et tu vois, j'en parlais avec un ami, où je disais juste ça, c'était un fait. Et il m'a dit oui, mais parce que elles n'ont pas été trahies, ou en fait, leur cœur est encore plein d'amour, donc aussi facilement, c'est pas facile du tout, mais elles restent dans ces énergies, en tout cas, d'amour, et c'est peut-être pour ça aussi que elles arrivent à construire un deuxième chemin, peut-être. Hyper intéressant. Ouais, plus facilement. Enfin, facilement, non, c'est pas le mot, mais en tout cas, tu m'as compris. Après des épisodes un petit peu boost, donc j'ai interviewé Maëva, son compte, c'est Mon Budget Bento, qui justement éduque sur tout ce qui est finance, budget, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Elle est maman solo aussi. Donc voilà, comment gérer un budget quand c'est très compliqué, les fins de mois où tu es dans le rouge. Il y a Julie aussi, elle, qui est plus sportive, donc qui est maman solo aussi. Hein. Je veux à chaque fois que la personne soit maman solo, même si on parle de thématiques plus précises comme le sport ou la finance. Et il y a la députée aussi que j'ai interviewée à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'était très chouette, là où on mêlait politique et vie de maman solo. Donc ça, c'était les plus marquants, on va dire, dans le podcast. Mais après, voilà, il y a une 60aine d'épisodes et ils sont tous... Et ils sont tous disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Évidemment. Disons-le quand même, à un moment. Donc, n'hésitez pas à les écouter. Moi, j'invite, parce que moi, j'en ai écouté quelques-uns, et j'invite les mamans ou les papas qui peuvent nous écouter à quand même aller écouter, parce qu'il y a des tips pour les couples, en fait, mine de rien, qui peuvent servir, que ce soit la gestion de budget ou quoi. Ouais. Il y a des tips qui peuvent être intéressants. Et il y a aussi des tips qui peuvent être intéressants même sur des courtes durées. Par exemple, moi, des fois, ma compagne, elle est partie en déplacement avec bébé, donc je me retrouve seul avec ma fille pendant une semaine ou deux. Il y a des petits tips qui peuvent servir sur des courtes durées, et puis même, de toute façon, ça permet aussi de sortir toujours un peu de nos modèles de couple très, très normatifs et de s'ouvrir à ce qui existe. Oui, de comprendre, même dans ton entourage, si tu as des personnes qui deviennent solos. Moi, j'ai aussi des personnes en couple qui m'écrivent et qui me disent « je suis à 2 doigts de partir, je ne sais pas encore comment faire ». Et ça aide aussi pas mal de femmes parce que tu as des peurs énormes quand tu es femme et que tu dois divorcer, te séparer. Là, c'est tout qui est remis en question, puisque tu sais que rien n'est fait pour toi et que la base est très fragile. Donc, ça aide aussi ces femmes qui sont en couple et où il y en a qui restent un peu en sous-marin, tu vois, qui regardent un petit peu ce qui se passe. Et, je te rejoins tellement. Le nombre sur les réseaux, le nombre de témoignages de femmes qui viennent me dire qu'en fait, elles n'en peuvent plus parce que... Parce qu'en plus, leur mec, il y a des désaccords éducatifs. En fait, elles veulent changer une personne qui ne changera pas. Jamais, bien sûr. Combien de fois, quoi ? Combien de fois ça se termine ? Non, je veux partir, mais en fait, j'ose pas, j'ai peur, etc. C'est assez hallucinant, je trouve, quand tu as mis les pieds là-dedans. Et quand les gens t'ont identifié comme une personne à qui elles peuvent en parler, tu vois aussi la détresse du truc. C'est-à-dire que la personne à qui elles en parlent, c'est une personne qu'elles n'ont jamais vue en vrai, qui est sur les réseaux.
bon, ok, on accueille le truc, tu vois, Ouais. et souvent je demande, mais t'en parles à qui autour de toi? Mais en fait, je peux en parler à personne, Bah tu vois, oui. il y a une vraie emprise aussi, souvent qui est là, enfin bref. Revenons à, à ça. Dans ton livre, Maman Solo, Ouais. qu'est-ce qui t'a inspiré à l'écrire? Alors, j'imagine bien que c'est pour trouver une ressource que toi, t'avais peut-être pas eue, mais c'est quoi ton message principal dans ce livre? Quel était ton objectif en publiant ce livre? Moi, j'ai envie que ce soit vraiment un livre ressource. Le but de tout ce que je fais, c'est que les femmes se sentent moins seules. En fait, c'est un message que je reçois quasiment quotidiennement où on me dit « Merci, je me sens moins seule ». Sauf qu'il y a 2 millions de mamans solo en France. C'est quand même dingue qu'on se sente aussi seule dans notre situation. Donc, l'idée première de tout ce que je mets en place, c'est de dire « Vous n'êtes pas seules, on est toutes ensemble, force à nous, vous êtes des queens ». Et ça, tu retrouves un peu dans le livre, c'est voilà, de donner de la force. Encore une fois, c'est pas un échec, c'est pas la fin des haricots, c'est pas la fin de ta vie de femme, c'est le début d'autre chose. C'est important évidemment que tu accueilles toutes les émotions. On va pas dire que wouhou, j'ai perdu mon mari ou je viens de divorcer, c'est la grosse stuff. C'est pas ça du tout. Il faut accueillir toutes les émotions évidemment, mais ce n'est pas la fin en fait. Donc ça, c'est un message que je voulais faire passer et que je fais passer dans tout ce que je produis. Et ensuite, que ce soit une référence aussi pour démarrer sa vie de solo, pour avoir des conseils de professionnels, des expertes qui interviennent dans le livre. Il y a des témoignages aussi, donc ça réassure dans le fait de ne pas être seule, de trouver des choses communes. Ouais, un livre référence, en fait, tu deviens maman solo, ou tu as une copine qui devient maman solo, bim, tu lui offres. Et elle va se sentir mieux en le lisant, quel que soit son parcours, quel que soit là où elle en est sur son chemin de femme. Dans ton livre, tu partages aussi des conseils d'expertes. Quel type de professionnels tu as consulté pour avoir des recommandations spécifiques aux mamans solo? En fait, j'ai repris moi mon parcours et je me suis dit, bon, alors moi j'étais enceinte, j'ai accouché, j'ai eu le postpartum. Je pense qu'une sage-femme serait la bienvenue dans le livre pour donner quelques conseils. Je connaissais pas les doulas, moi, quand j'étais enceinte. Donc, j'avais interviewé Leslie Lucien. Donc, je me suis dit, go, on met aussi une doula pour avoir cet accompagnement moins médical et plus enveloppant. Ensuite, il y a le retour au travail. Donc, forcément, une avocate en droit du travail pour donner des petits tips, savoir un petit peu comment on doit faire quand sa vie est chamboulée et que, en fait, toute la société continue comme s'il ne t'était rien arrivé du tout. Donc, il faut que toi, tu t'adaptes et savoir ce que tu as le droit de faire. C'est hyper important. Ensuite, évidemment, une avocate en droit de la famille pour tout ce qui est séparation, divorce. En fil rouge, il y a une thérapeute qui donne des conseils pour accueillir justement toutes ces émotions, passer du up au down, savoir un peu comment gérer quand tes enfants sont pas à la maison ou au contraire quand ils reviennent à la maison, parce que ça on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même une ambivalence énorme entre ils sont partis et le cœur en miettes, il me manque. Enfin c'est pas hyper naturel en fait de pas être avec ses enfants ou de pas choisir quand tu n'es pas avec tes enfants. Et puis il y a peut-être une culpabilité de s'autoriser à kiffer, j'imagine. Ah bah oui. Ouais, mais tu dois tout revoir en fait. Et puis tu passes de femme à mère et de mère à femme. Enfin, c'est un bordel un peu schizophrène. Voilà, donc il y a toutes ces professionnels qui donnent des conseils. Comme ça, en fait, encore une fois, tu vois, la femme qui devient maman solo, elle a ce petit guide en fait où on répond aux premières questions un peu basiques, mais en tout cas, elle sait qu'elle peut faire appel à une avocate en droit du travail si jamais. Elle peut faire appel à une avocate en droit de la famille. Si elle est enceinte, elle peut penser à avoir une doula. Tu vois, c'est vraiment avoir les bases. Et comme ça, ça réconforte toujours de savoir qu'encore une fois, on n'est pas seul et on peut être entouré par des professionnels. C'est quoi l'impact que tu vises avec ça en termes de... Moi, j'entends de savoir que les femmes ne sont pas seules, tu l'as dit. Mais... globalement, qu'est-ce que tu aimerais provoquer peut-être dans la société grâce à ce travail-là? Du changement, clairement. De toute façon, je pense que c'est en cours, mais prendre vraiment en considération toutes ces familles qui, aujourd'hui, prennent une grande place. C'est quand même une famille sur 4, donc c'est pas rien. Oui. Je pense que le gouvernement a compris qu'il ne pouvait plus laisser ça sous le tapis parce que ça va faire que grandir, le chiffre. Et encore une fois, c'est pas grave. C'est la fin d'une aventure, le début d'une autre. Il ne faut pas tout dramatiser.
Donc voilà, en fait, c'est justement de faire en sorte que ça devienne banal, pas le divorce, etc. Attention, hein, j'adore les contes de fées, les mariages et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais qu'on dédramatise tout ça parce que c'est important pour les enfants, en fait. C'est important pour les enfants qui voient que autour d'eux, il y a d'autres types de familles, que ce soit des familles homoparentales, des familles monoparentales, et que ça puisse bien se passer, en fait. Et que toutes les aides que peut apporter... c'est même pas des aides, en fait. La considération que l'État peut apporter aux familles monoparentales va faire qu'élever, en fait, tout ce qui a sujet à la parentalité et en premier, l'éducation de nos enfants et le bien-être, en fait, de nos enfants. Donc, en permettant aux femmes de s'exprimer et de raconter leur histoire, on les entend déjà. Donc, c'est, je pense, une bonne chose. Une première pierre à l'édifice, on entend les vraies histoires, les vraies complexités, les vrais bonheurs qui montrent que voilà, ce sont des familles comme les autres. Et donc, oui, voilà, l'objectif, c'est que les familles monoparentales aient un vrai statut au sein de la société et que voilà, tout le monde grandisse dans la joie et la bonne humeur avec les aides qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Et alors, imaginons, demain, tu es grande présidente de la France. Oula. Mais tu vois, un peu à la Macron, c'est-à-dire que tout ce que tu dis, ça devient une loi. Ok. On va dire une fée avec une baguette magique. Voilà. Mais du social et du politique. Ouais. C'est quoi ta mesure prioritaire, vraiment, que tu prends? Tu peux passer à 2 ou 3 mesures si tu veux. C'est chaud. Il y a tellement de choses à faire. Et voilà, s'il y avait, selon toi, 2-3 mesures vraiment prioritaires, je sais que tu pourras sûrement pas balayer tous les cas de figure, mais voilà, justement, tu es en situation politique et tu dois décider de 2-3 mesures prioritaires pour qu'une majorité de mamans solo soit dans de meilleures conditions. Ouais. Je dirais l'accès au logement, clairement, parce que ça, c'est important que tu sois déjà maman solo ou que, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, tu projettes de le devenir en te séparant. Ça, c'est une vraie crainte, retrouver un logement. Il y en a plein qui restent en coloc des mois et des mois alors qu'ils sont séparés. Donc, c'est quand même compliqué. Donc, l'accès au logement pour toutes ces familles serait l'un des premiers... donc j'essaye de hiérarchiser. C'est hyper dur de hiérarchiser. C'est ce que doit faire nos politiques, parce qu'on peut leur cracher dessus. Eh bien, tu as raison, c'est eux qui gèrent ça. Donc, voilà, là, ils sont en train de travailler là-dessus. Je fais partie d'ailleurs de la mission gouvernementale qui travaille sur 5 piliers. Donc, okay. je vais laisser la hiérarchisation aux politiques et je vais juste la retranscrire. Donc, il y a la définition déjà du statut des familles monoparentales. Comme je disais, qu'elles aient un vrai statut au sein de la société. Ensuite, il y a tout ce qui est aide et fiscalité. Donc ça, forcément, c'est un gros sujet. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc là, on va toucher au mode de garde, c'est ça? Ouais, mode de garde, les aides financières aussi, okay. La pension alimentaire, qui est un vrai sujet, parce qu'elle est quand même hyper dérisoire aujourd'hui. Donc je ne pense pas qu'ils vont l'augmenter, mais en tout cas, qu'elle soit au moins versée et régulièrement. Et voilà. Oui, il y a encore un tiers des pensions alimentaires qui ne sont pas versées ou qui sont en retard. Ouais, c'est scandaleux parce qu'on ne parle pas de chiffres très élevés. C'est dérisoire, encore une fois, pour l'éducation des enfants. On rappelle que ce n'est pas pour aller s'acheter des sacs Chanel, mais bien pour éduquer des enfants qui ont été faits à 2. Tout à fait. Voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est sujet à la coparentalité. Donc là, sujet un peu touchy. J'attends de voir un peu comment ils vont gérer ce sujet-là. Ensuite, il y a toute la question du logement, donc ce que je disais, moi, que je mettais en top prio, et l'emploi, parce que voilà, c'est évidemment hyper important que toutes ces femmes puissent avoir accès à l'emploi comme... Et à tout type d'emploi, je me permets ouais, bien sûr. Parce que... À tout type d'emploi. Et donc, ça passe encore une fois par la garde aussi des enfants. Il y a une prise en compte aussi au sein même des entreprises de ce statut. Ça, c'est... primordial que les entreprises aussi soient au fait de la vie des mamans solo et pour qu'elles puissent gérer l'équilibre vie pro, vie perso. Peut-être même aussi proposer des accompagnements. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des entreprises qui ont des politiques de parentalité qui leur sont propres.
peut-être Oui. qu'elles pourraient intégrer ce statut-là, Mm. justement, dans leur politique de parentalité, pour expliquer que voilà, ça peut être potentiellement une aide au mode de garde dans une entreprise. Ça peut d'ailleurs être un Bien moyen de sûr. faire venir des talents Mm. pour les entreprises, parce que des mamans solo, il y en a de toutes les CSP. Ouais. Et ça peut être un moyen aussi, je pense, de faire venir des talents. Mm. On voit bien déjà que solo ou pas solo, des crèches disponibles près de l'entreprise ou dans l'entreprise, c'est un énorme plus. Ouais. Il y a peut-être sûrement des choses à réfléchir à Ah ce ouais, niveau-là, clairement. au niveau des entreprises aussi. Même les jours d'enfants malades, Ouais. tu vois, elles ont le... Ah oui, c'est sûr que là, tu peux pas les partager avec l'autre parent, quoi. Bah non. Donc, Donc, il faudrait qu'elles en aient plus, tu vois. Ça, c'était pour la partie très collective, sociale, politique. Mm. D'une manière plus personnelle, individuelle, quel conseil, toi, tu donnerais à une maman solo qui découvre un peu ce statut? Donc, on met de côté les mamans qui l'ont fait par choix dès le départ. Mais voilà, demain, une femme devient maman solo. Alors, que ce soit en devenant veuve ou séparée, une femme devient maman solo par rapport à ce statut-là. Quel conseil tu lui donnerais pratique, vraiment, pour entamer cette nouvelle aventure? Ouais, c'est toujours difficile de donner des conseils parce que chaque cas est vraiment unique. Ça dépend vraiment dans quelle situation elle se retrouve. De manière générale, très générale, je dirais de se faire confiance évidemment et de faire confiance à ses enfants. D'accueillir ses émotions parce que voilà, c'est pas facile. Hein. On a des schémas quand même très ancrés qui sont les contes de fées, encore une fois, et revoir tout déconstruire et revoir tout ce schéma qu'on imaginait depuis petite fille, c'est pas évident. Donc prendre ce temps-là, s'autoriser à craquer. En tant que femme et en tant que maman solo, on doit toujours garder la face, que ce soit au travail, que ce soit devant les enfants, que ce soit en société. Tout va bien, ça va? Oui, tout va bien. Alors que non, en fait, on vit des choses pas simples. On a des peurs qui sont hyper légitimes. Celle de ne pas assurer financièrement, celle de ne pas pouvoir offrir tout ce qu'on avait peut-être avant en étant en couple, celle de ne pas y arriver, tout simplement. Donc tout ça est très, très légitime. Il faut se faire accompagner si on sent que on sombre peut-être trop longtemps, enfin sur une durée en tout cas où on ne voit pas l'échappatoire. Comment on voit qu'on sombre, en fait? Alors ça... c'est quoi les points d'alerte? Les points d'alerte, c'est une tristesse, j'imagine, constante, l'impression d'être nul tout le temps, que chaque étape est une montagne. Je pense que ça, c'est des premiers signaux. Est-ce que le fait de se répéter aussi, tu vois, parce que je pense qu'à l'extrême inverse, parfois aussi, on peut cacher la tristesse en disant « Allez, c'est bon, de toute façon, je suis une guerrière, je suis une guerrière ». Est-ce que peut-être se répéter tout le temps que je suis une guerrière et ne jamais pleurer, par exemple, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment s'autoriser toutes les émotions. C'est hyper important parce que, effectivement, si tu es tout le temps « Ouais, trop bien, wouh !» et à un moment, tu flanches, forcément. Est-ce que l'entourage peut... Alors, l'entourage n'est pas toujours aidant dans ces situations. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi oser dire. Mais du coup, est-ce que si on a un entourage soutenant, il faut vraiment... tu vois, peut-être rappeler des piliers ou des relais, peut-être. Ouais. Au maximum, oui, demander à ce que les enfants soient gardés, peut-être 1 heure ou 2 de temps en temps. C'est pas toujours évident aussi de demander de l'aide. C'est pas naturel du tout. Donc, on dit souvent demander de l'aide. Mais moi, j'ai aussi envie de dire, l'entourage propose de l'aide. C'est hyper important. Et tu vois, avec le livre ou avec le podcast, j'ai aussi envie que des personnes qui ne sont pas du tout concernées comprennent la réalité en fait des mamans solo pour pouvoir proposer leur aide. Tu vois, moi, par exemple, j'ai des amis qui deviennent parents, qui réalisent en devenant parents tout ce que moi, j'ai traversé quand mon fils était bébé. Ils me disent « Ah, waouh, incroyable, c'est dingue et tout ça. » Moi, je leur dis « Mais c'est pas fini, en fait. Là, vous êtes au stade bébé, mais c'est pas parce que mon fils a bientôt 9 ans que c'est plus simple et que, voilà, oui, effectivement, il n'y a plus le problème des nuits, etc. » Mais tu vois, en comprenant vraiment ce que traverse, quel est le quotidien de toutes ces femmes, ça permettra aussi aux gens de proposer de l'aide. Et je trouve ça, ça va dans les deux sens et je trouve que c'est important. Parce qu'on peut culpabiliser aussi du fait de ne pas demander de l'aide. Mais c'est très dur de demander de l'aide. Quel que soit l'être humain sur cette planète, on n'est pas formé comme ça. Si ça peut aider. Moi, il y a un sujet sémantique qui change pas mal la vision des choses. Moi, je parle plus d'aide, que ce soit même pour nous, puisque tu vois, dans notre nouveau postpartum, mais je parle de soutien. Ouais.
Ouais, bah c'est beau. Oui, de déjà, demander le du terme. soutien. Je trouve que ça change tout le terme parce qu'en Mm. fait, souvent, on est éduqué à ce que quand on a besoin de nous aider, c'est qu'on n'est pas compétent ou compétente. Alors que quand on a besoin de soutien, c'est pas un sujet de compétence, c'est un sujet de moyens. Je sais que je peux y arriver, mais j'ai pas les moyens d'y arriver, que ce soit émotionnel ou quoi. Ouais. Mais ça veut pas dire que je suis pas compétent ou compétente. Oui, les mots. Et du coup, tu vois, demander du soutien, ça change, je trouve, beaucoup de choses. Et ça a l'air tout bête, hein. Mais ça peut aussi, tu vois, les mots structurent notre pensée et se dire j'ai besoin de soutien au lieu de j'ai besoin d'aide. Ça peut changer aussi la façon dont on va ressentir les situations. Donc ça, c'est un petit tips que moi, je peux donner. Pour conclure, ma chère Shane, outre ton livre et ton formidable podcast, quelle autre ressource ou soutien peut-être supplémentaire, toi, tu recommanderais pour les personnes qui sont en solo et qui cherchent à se sentir moins isolées ou mieux soutenues? Encore une fois, ça dépend de où tu en es, tu vois, dans ton cas. Par exemple, celles qui viennent d'avoir un bébé, je leur dirais d'aller à la PMI, de s'entourer de professionnels de la petite enfance. Celle qui devient veuve, peut-être d'aller voir une psy, ou quelqu'un qui pourra la soutenir dans cette épreuve. Ensuite, sur le terrain, tu as des associations qui sont là. Donc, je pense à la collectif des mères isolées, l'association Moi et mes enfants à Paris. C'est des lieux d'accueil où ils font des petites activités et des discussions de groupe. Donc, il y a ça. Je pense aussi à une application pour les parents séparés ou divorcés qui ne s'entendent pas, où il y a eu des violences. C'est une application qui permet de filtrer les mots violents dans les conversations par message. Ça s'appelle Tierce. Ok. Et puis, je vous invite évidemment à nous rejoindre sur Instagram pour échanger chaque jour, découvrir toutes les histoires de ces mamans solo formidables. Et il y a mon site internet, mais qui va être refait. Donc pour l'instant, plutôt sur Instagram. On peut se retrouver là-bas et c'est assez sympa et vous participerez, vous découvrirez les vendredis sexy qui font rire pas mal de solos. Merci beaucoup, Shane. Merci, Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.